Et quand je suis arrivée dans la warehouse, il y avait la musique techno à fond dans la warehouse avec toute la famille qui travaillait. Dans l'entrepôt, ouais. Elle était OK. d'origine allemande et c'est vrai que c'est super parce que il y a une identité à chaque fois où quand on va voir les vignerons ou les producteurs de food, il y a vraiment cette empreinte de qui ils sont. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Hello Nathalie, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Paul pour l'invitation. Ce que je te propose pour commencer ce nouvel épisode où on va parler de vin, de data, de ton voyage en Australie. Donc pour commencer cet épisode, je te laisse te présenter, nous dire d'où tu viens et nous résumer ton parcours en 2 minutes en mentionnant ton évolution et tes fonctions actuelles. D'accord. Alors en 2 minutes, résumons 50 ans de vie. Je rigole. En gros, je suis née à Paris. J'ai grandi, je suis allée à l'école, j'étais dans le lycée Saint-Louis, j'ai eu de la chance. Mon père était directeur du Muséum d'histoire naturelle, donc il travaillait dans les dinosaures. Ok. Et donc j'ai ensuite fait de la recherche, 15 ans dans la recherche scientifique, dans des instituts publics et privés, donc publics comme CNRS, INSERM, INRA, CIRAD. Et privé, c'était donc mon dernier boulot était, ça s'appelait Galderma, moitié L'Oréal, moitié Nestlé, où j'étais dans la recherche, j'avais une équipe et je m'occupais de mettre en place des tests in vitro pour tester tout ce qui était maladie de la peau, acné, psoriasis, rosacée. Et donc beaucoup un background recherche. Et en fait, Très pharmacie à la base, oui, c'est ça? exactement. Donc j'ai fait en fait 5 années de fac à Paris, Paris 4, Paris 6 pardon, et ensuite je suis partie sur Strasbourg faire ma thèse sur tout ce qui est maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et puis j'ai fait différents post-doc là-bas. J'ai travaillé beaucoup en microscopie, imagerie, donc oui, beaucoup relations de sciences et aussi communication en fait, finalement. Comment on vulgarise la science, comment on explique la science. Et ensuite, voilà, après j'ai migré dans le sud de la France, à Sophia Antipolis, où j'ai fait un autre post-doc et ensuite je suis rentrée dans le privé. Et après je suis partie, donc ça fait 6 ans maintenant qu'on est en Australie. On a décidé, donc mes 3 enfants, mon mari et moi, de venir en Australie, de s'expatrier, parce que, dans le sud de la France, on a eu, d'abord, un attentat au niveau de la promenade des Anglais, avec un camion qui avait tué plus Oui, d'une à centaine de Nice, oui, personnes. tout à fait. Et dans l'école, le lycée de mes 2 fils, un jeune homme, un jeune garçon est rentré avec des pistolets et des grenades dans le lycée. Donc on s'est dit: «C'est le bon moment, on a envie d'offrir à nos enfants, une vie, safe», on va dire, et on a du coup, décrété que l'Australie, cochait les bonnes cases. On vivait près de la Côte d'Azur, donc on voulait la mer pas loin. On voulait un endroit où il y avait des opportunités au niveau, de la création d'entreprises. Et on voulait que les enfants apprennent l'anglais, parlent une autre langue, découvrent une autre culture. Et l'Océanie est tellement loin qu'il vaut mieux y habiter que d'y aller en vacances parce que les distances sont énormes. Oui, en effet, c'est un pays continent. Justement, d'un point de vue professionnel, pourquoi vous choisissez, l'Australie? Ça, c'est tu parles de l'environnement plutôt personnel, parce que toi, à ce moment-là, donc aujourd'hui, tu es CEO d'une société qui s'appelle Ebotly. On va y revenir, par la suite, mais il va s'opérer aussi un switch professionnel pour ta carrière au moment où vous quittez, la Côte d'Azur. Alors voilà, le point déclenchant, donc effectivement, il y avait le contexte qui faisait qu'on était dans un climat, où, c'était pas très sécure, on va dire. Mais il y avait aussi le point, de départ, ça a ét donc j'étais, donc dans cette boîte et on était, plus de 500 salariés à faire de la recherche scientifique et on nous a réunis un jour dans une salle en nous disant: «Ben, voilà, il y a une nouvelle stratégie, de la boîte et voilà, il y a un plan de départ volontaire, si vous voulez». Parce que, le site va devenir, autre chose, va être pris par des repreneurs. Donc du coup, j'ai saisi l'opportunité.
J'étais arrivée à un point dans ma carrière où j'avais envie de faire autre chose. Mon manager me disait, «C'est bien, tu remplis tes objectifs, mais tu fais aussi plein d'autres choses qui sont pas demandées» et c'est tout à fait le profil type d'un entrepreneur et c'est là où j'ai réalisé que, ben, finalement, ce serait bien que je fasse un executive MBA pour, compléter ma carrière où j'avais déjà une thèse en sciences, mais avoir l'aspect plus, business qui me manquait. Donc j'ai fait un MBA avec, le Schema. Donc j'ai eu différentes sessions, à chaque fois des residential week, par exemple au Brésil, aux États-Unis, en Chine, pour, comprendre un peu tout ce qui est marché international, m'ouvrir un peu sur voilà la finance, la comptabilité, le marketing, des choses qui pour moi étaient complètement abstraites au départ et Parce que ton MBA, c'était un MBA parce que c'était un MBA axé innovation également, non? Voilà, c'était un executive MBA pour ceux qui sont déjà dans le monde du travail et au départ, j'hésitais beaucoup entre du project management ou alors créer ma propre start-up. Au début, je ne savais pas dans quelle, branche j'allais partir, mais au fur et à mesure du MBA qui est, voilà, de l'innovation, leadership, j'ai compris que finalement, tout ce qui était entrepreneuriat, ça me passionnait et pourquoi l'Australie? Parce que pour moi, il y a des belles opportunités. C'est un pays qui est tellement loin. D'ailleurs, par exemple, Facebook ou d'autres grosses entreprises testent souvent leurs idées en Australie parce que si jamais ça ne marche pas, personne ne le saura. C'est à l'autre bout de la terre et c'est vrai que l'Australie, si on réussit à, valider le marché australien, souvent c'est plus facile après de grandir sur d'autres marchés parce que c'est assez particulier, c'est compliqué. Donc l'Australie, il y a pour nous, c'était aussi une aventure de tester un peu sur cet autre continent, dans une autre langue, et parce qu'en fait, en Australie, il y a pas besoin par exemple, surtout dans le vin, en France, il faut avoir fait toute une carrière en tant que sommelier ou d'avoir vraiment une ligne très directrice, très linéaire. En Australie, par exemple, lorsque vous faites vos études, si vous commencez des études de médecine, l'année d'après, vous pouvez faire des études de droit, puis après le semestre d'après, de la comptabilité, et puis après du marketing. C'est pas linéaire comme en France. Ça permet vraiment de pouvoir comprendre par quoi on est passionné par et puis où on est bon aussi dedans. Donc ça, c'était, une fenêtre ouverte sur, tentons l'aventure là-bas. Moi, j'ai pas de background dans le business, j'aimerais juste tenter l'aventure. J'ai minimisé les risques au cas où, bah, voilà, je revenais en France. Je voilà, parce que j'avais 3 enfants aussi, donc je voulais pas non plus partir comme ça, sur un coup de tête. Tout était aussi quand même, maîtrisé et on a saisi cette opportunité d'avoir un package par, donc Nestlé qui nous a accompagnés au début, qui a payé ce MBA, qui m'a, accompagnée la première année dans mon projet de reconversion, on va dire. Pour pas démarrer de zéro, mais pour, se dire: «Voilà, j'essaye, c'est le bon âge, ça se représentera plus peut-être, cette opportunité, tentons l'aventure» et finalement, ben, on a été sélectionnés par le South Australia avec un visa entrepreneur pour venir ici et parce qu'il y avait des problèmes de traçabilité dans l'industrie du vin. Oui, c'est ça, parce que alors il y a un nombre de visas qui sont, déterminés chaque année, donc faut être tiré au sort, c'est ça? Ça fonctionne un petit peu comme les Alors États-Unis non, ou le ça Canada? c'est au Canada, je crois. Fonctionne? L'Australie, c'est intéressant parce que les Australiens, ils ont une bonne qualité de vie et en fait, ils font pas des études longues comme nous en France, hein. Nous, beaucoup de gens font des bac+5 parce qu'il y a beaucoup de compétition et c'est difficile de se différencier. En Australie, les gens s'arrêtent souvent après le bac. Ceux qui font des études supérieures, c'est souvent les gens qui viennent d'overseas et qui viennent faire leurs études en Australie. Donc du coup, moi j'ai eu un visa après qui était, un visa, Global Talent Visa, c'est-à-dire, le fait d'avoir une thèse tout simplement, ça donne, une passerelle pour avoir un visa permanent très rapidement parce qu'en fait, ils cherchent des gens qualifiés, ils cherchent des ingénieurs, ils cherchent des informaticiens, ils cherchent des gens qui ont fait des études. Donc c'est plus facile, même des entrepreneurs aussi. Le pays est tellement loin qu'en fait, voilà, le fait d'avoir des gens qualifiés pour eux, c'est intéressant et bah, pour nous, c'est une belle opportunité aussi donc ça va dans les 2 sens. OK. Et quel a été, quand tu arrives en Australie, un des plus grands défis culturels auxquels tu as été, confronté? Alors, c'est vrai qu'on est arrivé ici avec, voilà, 5 petits bagages avec un visa touriste. Moi, mon plus grand défi au départ, ça a été l'anglais parce que, même si je l'avais appris à l'école et ben,
j'ai eu l'impression que j'avais jamais appris l'anglais en France. C'était bizarre parce que, hem, toutes les expressions australiennes et cetera, enfin je mon anglais était très, la gram était très grammaticalement peut-être correct ou mais pas du tout appliqué à la vie courante et donc j'ai pris, plusieurs mois de cours d'anglais pour vraiment revoir les bases d'anglais, revoir un petit peu, finalement, comment, on parle anglais ou on écrit anglais et je me suis même posé la question: «Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant mes cours d'anglais en France?» Parce que j'avais vraiment l'impression de découvrir des règles, de grammaire ou même de découvrir des expressions, des choses que dont je me souvenais absolument pas d'avoir, étudié en France. Mais effectivement, la langue est vraiment, une première barrière de déjà que l'oreille de s'habituer et puis même l'oral aussi parce que, on fait beaucoup rire les Australiens dans le sens où nous on s'exprime, de façon académique, voilà et pas du tout, casual, voilà, eux, ils vont dire, good day, G'day mate, enfin, ils ont du coup, des expressions, par exemple, barbecue, ça va être Barbie et donc nous, Barbie, on connaît pas à part la poupée. Donc c'est vrai qu'au départ, il y a vraiment une immersion à faire et ça, c'est sûr que c'est un grand défi, quand on est entrepreneur, parce que, ben, il faut apprendre le bon vocabulaire, surtout dans son message, pour son site internet, pour, se vendre et cetera. Donc ça a été un des premiers défis. Le deuxième défi, ça a été, d'être, focusé sur une idée uniquement et puis, un marché, un business et cetera et moi, j'avais tendance à partir, dans tous les sens parce que j'avais beaucoup d'idées et j'avais envie de tout faire et on peut pas tout faire et donc ça a été aussi un autre défi en tant qu'entrepreneur, c'est d'être, patient, persévérant et de se focuser que sur une chose, l'une après l'autre, parce que si on part dans tous les sens, c'est très compliqué. OK. Justement, on va venir à l'histoire, des Botley maintenant, donc vous arrivez en Australie, toi avec ton bagage recherche, ce MBA, dans ta valise comme tu dis. Hem, comment te vient l'idée de te lancer dans le secteur du vin et comment tu identifies, ce problème à résoudre sur le marché australien? Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà en France, j'ai de la famille qui fait du chablis et du pinot noir et souvent on se faisait des D'accord. blends, à l'aveugle, où il fallait identifier les années et cetera. Puis après j'ai pris des cours d'œnologie, dans le cadre de ma boîte. Avant, il y avait, des cours d'œnologie, donc ça, c'est là où vraiment je me suis dit: «Waouh, c'est super de pouvoir, avec le même cépage, faire autant de variétés de goûts ou de découvrir avec les régions, l'impact du sol, du climat et cetera» et quand je suis arrivée en Australie, du coup, j'ai fait une formation de sommelier qui s'appelle le WSET, level 2 pour s'ouvrir sur les vins OK. internationaux. Parce que moi, je connaissais beaucoup les vins français, mais j'avais aucune idée, je connaissais pas les vins, australiens, les vins chiliens, les vins d'Afrique du Sud. Donc j'ai fait cette formation de sommelier. Donc une vraie passion qui m'est venue petit à petit, en fait, où j'ai découvert, que finalement j'adore, voilà, tout ce qui est, l'histoire aussi, des vignerons, d'où ils viennent, l'histoire derrière la bouteille. Tu relis vraiment, en fait, ta passion, et ton histoire familiale avec, cette envie à ce moment-là, plus que de dire, «Je vais lancer une start-up dans, la santé», par exemple, en fait. C'est vraiment un choix passion qui s'est fait à ce moment-là? Voilà, au départ, je sais que j'avais envie d'essayer de créer quelque chose et c'est vrai que la première start-up que j'ai créée, c'était des box qui étaient livrées à domicile où j'aidais les Français quand ils arrivent en Australie à avoir une sélection de vins australiens. Parce que c'est vrai que nous, en tant que Français, on va choisir nos vins par région et pas par cépage, alors que les Australiens choisissent leurs vins par cépage et pas par région et d'aider aussi les Australiens à choisir les vins français, puisqu'effectivement au départ, les vins français pour eux, c'est juste, l'étiquette qu'ils regardent et pas le reste. Donc c'était effectivement d'amener une passion dans une nouvelle activité, d'essayer l'entrepreneuriat et ensuite, donc on habitait Sydney, on a vu ce visa entrepreneur où ils cherchaient des idées innovantes pour tout ce qui était traçabilité dans l'industrie du vin et mon mari qui est dans l'informatique a proposé cette idée où enfin on a discuté, on s'est dit: «Bah, pourquoi pas appliquer à ce visa entrepreneur, voir si on est sélectionné».
pour proposer des solutions de traçabilité avec ce qu'on appelle de l'Internet of Things, de l'IoT, c'est-à-dire tracer en temps réel les assets et les produits, savoir tout le long de la vie du barrique de vin, qu'est-ce qui se passe, tracer où sont les palettes, où sont les bouteilles, combien, où elles sont localisées, mais aussi tracer aussi pour que le consommateur puisse avoir des informations, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des pulvérisations, est-ce que ce vin est vraiment organique, est-ce que d'où il vient, de quel bloc, de quel clone, en fonction de ce que veut partager le vigneron et de pouvoir en fait avoir toutes ces informations digitalisées parce qu'aujourd'hui elles le sont souvent sur papier, mais pouvoir facilement le partager. Et en Australie, il y a un programme qui s'appelle le Label Integrity Program, c'est-à-dire partager sur l'étiquette toutes ces informations pour, au niveau des consommateurs, être aussi donc il y a le côté safety, mais le côté aussi contrefaçon, parce qu'à l'époque, un vin sur 2 était contrefait en Chine et c'était une vraie perte pour le marché australien. Donc pouvoir, avoir accès à quoi ressemble la vraie étiquette, donc une banque de données, mais aussi mettre des technologies pour avoir, lorsqu'on scanne la bouteille, être sûr que c'est la bonne bouteille, qu'elle n'a pas été, contrefaite ou de pouvoir, mettre des marqueurs dans le vin. Voilà, plusieurs, panels de solutions qui font que, le consommateur est protégé aussi parce que, voilà, au niveau santé, au niveau, s'il achète une bouteille très chère, d'être sûr de sa provenance. Donc on avait appliqué à ce visa, mais on était au départ, partis sur une passion commune. C'est-à-dire lui, c'était l'IoT, l'informatique et moi, c'était le vin. Donc on a combiné nos 2 passions pour créer, eBotly qui vient de Electronic Bottle. Donc c'est comme ça que cette aventure, pour eBotly a commencé. Super. Et il n'y avait pas de solution sur le marché australien à ce moment-là? Dans ce domaine-là, comme tu dis, c'était que du papier. Il n'y avait aucune solution proposée? Alors, à l'époque, il y avait des solutions, mais qui allaient plus sur la blockchain directement, qui est une bonne solution. Mais disons que quand les vignerons sont sur papier, c'est très compliqué de les faire aller directement dans la blockchain qui est très, très loin. Enfin, ça peut aller plus loin dans la blockchain et on peut, nous, intégrer de la blockchain, mais déjà là-bas, c'est de les aider à passer du papier à une application mobile, par exemple, qui est connectée à un software existant ou alors, notre interface web. Donc c'était vraiment d'amener de la valeur en fait, dans le marché. Donc, oui, effectivement, on est dans une niche. Il n'y a pas beaucoup de logiciels ici en Australie, sur la traçabilité du vin. Il y a des vieux systèmes qui existent depuis trop longtemps, donc difficile pour les vignerons ou alors très compliqué. Faire 10 clics avant de pouvoir faire, une action. Voilà, nous, c'est très intuitif. Par exemple, à chaque fois, c'est une action et puis un submit, donc vraiment, il y a même pas besoin de formation en général. Donc de proposer des solutions simples avec les dernières technologies. Ils utilisent souvent des barcodes, mais ils n'utilisent pas des QR codes, ils n'utilisent pas des tags RFID, pour la plupart. Donc d'utiliser vraiment les dernières technologies. Donc les tags RFID, la différence, c'est juste que par rapport à un QR code qu'il faut scanner individuellement. Le RFID, c'est un tag qu'on détecte jusqu'à 10 mètres. Donc c'est pour l'automatisation. Avec un scanner, on va pouvoir dire, voilà, j'ai tous ces produits autour de moi, je mets des informations dessus. Et l'Australie, c'est très intéressant par rapport à ça parce qu'ils sont en avance sur la traçabilité. C'est-à-dire que, par exemple, donc là, on parle du vin, mais on peut parler aussi de tout ce qui est food et notamment la traçabilité sur les animaux. Les vaches, ici, ont sur leur oreille un tag RFID et c'est obligatoire de le mettre. Donc ils ont un tag avec un numéro et puis ils ont le tag RFID. Les thons, qui sont exportés, de l'Australie vers le Japon, ont tous sur leur cou un tag RFID à mettre. Donc il y a vraiment, une volonté, de l'Australie à être, dans des produits premium et d'avoir tout le traçage de l'origine du produit et ça, c'est vrai que ça facilite parce que du coup, si tout ce qui est, régulation, impose des règles, c'est vrai que nous, on utilise juste ces technos, pour pouvoir, avec leur téléphone, mettre des informations et cetera pour les aider, en fait. Ok, c'est clair. Et tu parles de la blockchain justement. Est-ce que tu peux définir ce concept de blockchain? Parce que moi j'ai une idée, j'ai déjà vu appliquer, jamais dans le monde du vin. Justement, comment est-ce que tu parallélises, on va dire, IoT et blockchain? Et comment aujourd'hui vous intégrez la blockchain, vous, dans vos processus? Oui. Alors, en fait, l'IoT, c'est juste une porte d'entrée pour, les datas
Et ce qui est l'avantage, en fait, c'est que c'est automatisé, on va dire. Parce que c'est difficile de dire à un agriculteur, «Bon, bah, alors là, tu t'arrêtes de travailler et tu rentres, sans données maintenant là avec ton téléphone, parce que, il faut les rentrer pour les digitaliser». Bon, bah, lui, il va se dire: «Bah, non, je continue sur mon papier parce que je vais perdre trop de temps là, ça sert à rien. Il y a pas de valeur ajoutée». Alors que l'IoT, ça évite de rentrer manuellement ces informations, ça va les automatiser. Oui, alors l'IoT, c'est plutôt la partie hardware. Ça c'est plutôt clair, on vient d'en parler sur tout ce qui est RFID, et cetera. Moi, ma question, elle était plutôt sur les algorithmes de blockchain que Ouais. vous avez derrière. Comment justement vous les intégrez et en quoi, ces algorithmes diffèrent d'une structure, plus classique, on va dire, qu'on retrouve sur une simple application? Oui. La blockchain, c'est plus, mettre en commun toutes ces données parce que dans la supply chain, elle est très déconnectée, surtout, enfin, en tout cas, en Australie, elle est vraiment déconnectée. Par exemple, dans le monde du vin, c'est les growers qui vont, faire pousser les grappes de raisin, les winemakers qui vont acheter ces grappes de raisin et faire le vin. Puis ensuite, des bottlers qui vont mettre en bouteille, des labeleurs qui vont mettre une étiquette. Donc alors qu'en France, ça va peut-être être le même vigneron qui fait de A à Z toutes ces étapes. La blockchain permet de centraliser toutes ces données qui sont faites par des entités différentes comme des blocs. Ça va donc, partager toutes ces données et ça va les sécuriser, c'est-à-dire personne va pouvoir les modifier après coup, puisque du coup, elles sont non modifiables. Donc je dirais que ces data, c'est plus pour les sécuriser parce que voilà, si on veut après, que par exemple, au niveau des douanes, ce soit utilisé ou alors du consommateur, qui habite en Chine, on va être sûr que ces données, elles sont pas modifiables, elles sont sécurisées. Donc, la blockchain a une vraie valeur ajoutée pour tout ce qui est, traçabilité et en Australie, il y a eu un gros projet qui est en discussion et qui est en cours pour, tout ce qui est traçabilité dans le spirit making. Parce qu'il y a des D'accord. taxes qui sont, très fortes quand on fait des spiritueux et le gouvernement a décidé d'appliquer ces taxes avec finalement un système de blockchain où on trace ce qui se passe lors du spirit making et du coup, c'est directement relié aux regulations et donc ça on peut taxer directement, le spirit maker quoi, par exemple. OK. Oui, donc c'est vraiment la façon de mettre une interface à disposition des acteurs, mais la même interface, de façon à ce que, les différents acteurs ne puissent pas interagir sur les données de l'autre et puissent tous bénéficier des mêmes sources de données, en fait. Exactement, ça reste un outil, c'est-à-dire que, par exemple, le Mmh. consommateur, lorsqu'il va scanner sa bouteille, il aura toutes les informations que le vigneron veut partager, qui ont été stockées dans la blockchain. Donc, on est sûr que ça a pas été, copié, modifié. Par exemple, moi, j'ai vu des cas, de bouteilles contrefaites où il y avait un petit trou sous la bouteille, le liquide avait été enlevé et ils avaient remis un autre liquide. Donc, en fait, de sécuriser juste le packaging, ça suffit pas. Hem, Par exemple, de sécuriser juste le liquide non plus. Enfin, il faut un ensemble de sécurité et c'est vrai que la blockchain permet de croiser toutes ces données parce que si on met juste sur le packaging une sécurité, ça suffit pas. Alors que si vous avez tout le traçage de toute la supply chain, c'est beaucoup plus compliqué de contrefaire parce que du coup, il y a eu, un scan à différentes étapes de la supply chain donc ça devient de plus en plus compliqué quand, il y en a au moins 5 ou 10 plutôt que juste, sur le packaging, un petit autocollant qui est facile à enlever. Je veux dire, il suffit juste de le copier, de le répliquer, d'en remettre un autre ou enfin ça c'est beaucoup plus facile à contrefaire. Tout à fait. OK. Et dans ce marché, enfin, plutôt dans cet environnement qui est plutôt traditionnel, alors, je le vois notamment, par rapport, à l'environnement français où les chatons ont leur procès, j'imagine que c'est peut-être la même chose en Australie. Comment justement vous avez réussi à pénétrer le marché et à convaincre justement ces différents acteurs d'utiliser votre solution? Alors c'est là où justement l'Australie, c'est pour moi, une belle opportunité. En France, on est vraiment très traditionnel et c'est bien parce que justement on répète à chaque fois les mêmes méthodes et du coup il y a un vrai savoir-faire. En Australie, on appelle ça du coup le nouveau monde, même si l'Australie a les plus vieux pieds de vigne, puisque nous on a eu, le phylloxéra, donc on est revenu rechercher des pieds de vigne en Australie.
L'Australie est assez dans l'innovation. Donc, par exemple, ils vont faire un blend de grappes de raisins blancs et rouges mélangés. Ils vont faire du red sparkling, des choses qu'on voit plus rarement en France. Les étiquettes sont il y a pas vraiment enfin, il y a des règles pour les informations, mais je veux dire, du coup, il y a du print sur du gravage sur les où on peut graver sur les bouteilles. Enfin, il y a plein d'innovations, voilà, toile de jute sur les comme étiquette. Enfin, du coup, ça ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit qui fait qu'on peut, taper à la porte d'un vigneron. Il va ouvrir sa porte et être passionné et vous raconter ou vous pouvez poser des questions, un peu tester le marché. Alors qu'en France, il va falloir prendre rendez-vous, ça va être plus compliqué, les gens sont peut-être plus fermés. Donc c'est ça qui à mon avis facilite, hein. C'est que du coup pour, tester le marché, pour enrichir le produit, pour pénétrer le marché, c'est plus facile parce que voilà, il y a déjà cette discussion qui est, peut-être, plus ouverte ou tout du moins plus accessible. Surtout quand vous avez pas, par exemple, 30 ans d'expérience, dans le milieu, mais que c'est plus une passion. C'est plus facile de construire son networking. En Australie, par exemple, vous pouvez rencontrer le ministre de l'innovation. Il vient à des événements de start-up, régulièrement ou la ministre de l'agriculture. Donc c'est beaucoup plus accessible pour, développer son networking, mais aussi, pour faire parler de soi. Donc du coup, c'est vrai qu'on va plus vite. Pour lever des fonds, il y a des opportunités, notamment pour ceux qui viennent de l'étranger, pour venir s'établir dans une ville ou alors, donc c'est vrai que tout ça mis ensemble. Après l'IoT, l'informatique et cetera, c'est des domaines aussi en Australie, qui peut-être manquent d'expertise. Donc du coup, ça, c'est intéressant de venir en tant que Français, apporter peut-être, ses connaissances, son expérience. Le fait qu'on soit français dans le monde du vin, ça facilite. Même si on a un accent, l'accent français, passe bien. Donc du coup, ça aide aussi peut-être à avoir une certaine reconnaissance. C'est vrai que tout ce qui est gastronomie française est reconnu, en Australie. OK. Aujourd'hui, quel est le business model des Bottly? C'est un SaaS? Comment vous faites? Comment vous travaillez? Vous vendez votre solution? Ouais. Alors nous, on a effectivement, c'est une SaaS, c'est une souscription mensuelle, qui fait que du coup, on accompagne nos clients sur le long terme et on grandit avec eux parce que du coup, à chaque fois, on rajoute des fonctionnalités s'ils ont besoin. On a fait aussi 2 levées de fonds, à la base. Après j'ai c'était intéressant de voir un peu au niveau stratégie. Hem, Moi, je suis partie plus et ça, c'est marrant, c'est une question culturelle. Les Australiens vont lever des fonds, ils vont lever, facilement 10 millions sans avoir une preuve de concept ou sans avoir une POC, Mmh. c'est-à-dire ou tout du moins Proof une of mock, concept, oui. un 1er produit à montrer. Alors que nous, Français, on va vouloir que tout soit parfait, qu'on ait le produit abouti et finalisé et cetera pour ensuite lever des fonds. Et donc ça, c'est intéressant comme approche. Nous, on a levé 2 fois des fonds et après voilà, en tant que Français, je me suis dit: «Nous, on y va doucement, step by step et cetera», comme, en en France on est Vous habitué. avez levé à quel moment et vous avez levé combien à chaque fois? On a levé en vraiment seed au début. OK, On a fait une première levée de fonds, on était dans un accélérateur donc on était à 40 000 OK. et ensuite on a fait une deuxième levée de fonds de 250 000 donc vraiment des petites levées de fonds. Mais ça nous a permis d'être profitables. Maintenant, on est profitable et c'est pour ça que maintenant, la prochaine levée de fonds, j'y vais doucement parce qu'en fait, on est plus dépendant des investisseurs, en fait. Du coup, le fait d'avoir fait des petites levées de fonds, c'est bien parce que du coup, on a encore, une très grande majorité de notre compagnie. Enfin, je veux dire, les investisseurs ont une toute petite partie et puis ça nous permet, voilà, de pouvoir, déjà être crédible, parfois en levant les fonds, voilà, on gagne en crédibilité, en network finalement, les investisseurs nous accompagnent dans notre, journée, comme ça et puis, en connaissance, le fait d'être français, mais d'avoir accès à ces Ces personnes, réseaux? ces réseaux, voilà, c'est ça, réseau de personnes australiennes. Vous faites première levée, en 2019, c'est ça? C'est ça, 2020? ouais, 2000, Le pré-seed? ouais, Précide et après on a Et la deuxième levée, elle arrive combien de temps après, le seed, il arrive combien de temps après? l'a fait peut-être 1 an et demi après, quelque chose comme ça. OK, Mmh. d'accord.
on veut pas être une grande compagnie parce que, voilà, l'idée, c'est d'être, très proche de nos clients. Donc nous, on va beaucoup sur le terrain parce que c'est là où on apprend, parce que c'est là où on découvre, voilà, si les gens sont prêts à payer pour ou non, s'il y a un marché déjà. Et puis parce qu'on essaye de comprendre un peu vraiment leurs problèmes. Donc on a vraiment débuté nous sur, local, localement. Pourquoi le sauce australienne? Parce qu'ici, il y a 80 des vins premium qui sont faits, donc ça avait du sens. Il y a une vraie culture de fine food et premium wine, donc avec des producteurs, des familles et cetera qui sont transmis de génération en génération leur business et donc du coup qui sont restés sur papier, donc une vraie opportunité et voilà, une vraie connexion avec la terre, avec, heu, l'environnement donc après, c'est vrai qu'on commence maintenant à avoir clients qui sont pas forcément localisés en sauce australien, heu, qui sont on a certains clients qui sont en France, on a commencé avec le Japon aussi, donc on a voilà et puis les États-Unis, donc on grandit. Mais c'est vrai que, à chaque fois on essaye de rester très, très proche, de nos clients au maximum et de leur permettre, voilà, de customiser donc on a ces 2 parties. On customise beaucoup, puis ensuite, une fois qu'on voit que ce problème-là, il est réplicable dans la food, par exemple, ou dans le vin, on le passe en SaaS plateforme pour grandir, pour être scalable. Oui, parce que tu dis que maintenant vous êtes basé dans le sud, donc là, vous êtes à Adélaïde, avant vous étiez à Sydney, Ouais. vous êtes déplacé. Justement, par rapport à cette start-up que vous créez, quel est, oui, l'ADN que tu as donné à ta société? Oui. Alors comme ça part, à la base d'une passion pour répondre à un besoin qu'avait le sauce australien, et puis parce que, bah, le cofondateur Nicolas, qui est mon mari et puis moi, on a notre carrière derrière. Donc, l'idée, c'est maintenant de s'éclater dans ce qu'on fait, on va dire. Enfin, donc on on a essayé de mettre une identité plutôt, fun, un humour intelligent, on va dire. Donc, d'essayer avec l'équipe bah, quand on rencontre les vignerons, c'est super sympa les discussions qu'on a, c'est vraiment très humain, on va dire, très connecté. Donc, cet aspect humain, il est vraiment important, ce côté fun. Par exemple, quand on va ça me revient quand par exemple, j'ai été voir quelqu'un qui fait du gin et c'était une femme et quand je suis arrivée dans la warehouse, il y avait la musique techno à fond dans la warehouse avec toute la famille qui travaillait. Dans l'entrepôt, ouais. Elle était OK. d'origine allemande et c'est vrai que c'est super parce que il y a une identité à chaque fois où quand on va voir, les vignerons, ou les producteurs de food, il y a vraiment cette empreinte de qui ils sont et du coup, bah, j'adore parce que du coup c'est pour ça que j'adore, visiter les gens parce que c'est des univers différents à chaque fois, chacun a son identité. Et nous, on a notre QG dans un cellar d'or parce que justement, on avait envie de voilà, d'avoir ce côté fun. Il y a des sofas, il y a un billard, un peu côté, connexion avec, l'industrie, on va Tu as dire. dit, vous avez votre QG où ça? Dans un quoi? On a un QG dans un J'ai cellar mal entendu. d'or, notre QG, notre headquarter et dans une winery comme dans un, heu, D'accord. chez OK. un vigneron, on va dire, voilà. Chez un OK. vigneron, Ouais. donc lui, ce qu'on appelle un cellar d'or, c'est là où il reçoit les gens pour, lorsqu'ils veulent, venir, boire un verre, manger, enfin, c'est comme un restaurant mais, tenu par un vigneron. Ça se fait beaucoup D'accord. ici en Australie, ça se fait moins en France, je trouve. C'est une façon d'attirer, les touristes ou les gens pour, venir visiter le vignoble ou connaître le vigneron ou acheter du vin. C'est, le magasin du château ou du domaine, on va dire. Donc mais c'est là où vous allez vraiment rencontrer le créateur, le responsable, le owner de donc nous notre office est, dans un cellar d'or donc du coup, c'est sympa parce qu'il y a le owner qui est là toute la journée et puis donc on peut échanger, on peut lui poser des questions: «Bah, tiens, on a fait ça, qu'est-ce que tu en penses?» On a ce côté, plus humain où il nous raconte aussi sa journée, voilà, quels sont ses challenges et tout ça. Donc une vraie connexion, en fait, avec l'industrie. Parce que ce que j'ai vu D'accord. moi Ouais, tu souvent, vrai c'est cette déconnexion entre les techs et la réalité du terrain, en fait. Parce que, c'est bien de faire un outil informatique ou c'est bien de faire, une solution, un logiciel ou une SaaS et cetera, mais s'il y a pas de besoin ou si les gens trouvent que c'est trop compliqué ou parce que, ils ont l'équivalent déjà ou voilà, c'est toujours intéressant quand même
de pouvoir, être connecté à la vraie vie ou tout du moins au terrain. D'accord, OK. Oui, en fait, là, vous êtes hébergé chez, votre client, en fait? Oui, 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 c'est bah, du coup, on paye, notre fils, donc pour lui, c'est Oui, non, hébergeant. non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tu as directement un utilisateur, qui peut répondre à tes questions, quand vous testez de nouvelles, Exactement. fonctionnalités, par exemple, il peut directement te dire, lui, en tant qu'utilisateur, s'il trouve ça pertinent ou non. Mais on travaille sans travailler, c'est-à-dire que, voilà, en même temps, le vendredi, c'est l'happy hours, donc on va se partager une bouteille avec toute l'équipe, ou on va faire un billard, voilà, il y a le côté, humour intelligent où en fait on travaille, mais en même temps on prend du plaisir, c'est fun, à faire, ce qu'on aime faire, quoi, ce qu'on est passionné par. OK. Tu dis que tu es associé du coup avec ton mari. Comment ça se passe de travailler justement, avec ton compagnon au quotidien? Et est-ce que vous avez mis une organisation en place pour, arriver à splitter entre vie pro, vie perso? Oui, bah, c'est une bonne question. Alors, moi, j'ai de la chance qu'on soit, alignés depuis le début, c'est-à-dire même avec notre projet de partir en Australie parce que, donc moi, ma mon entreprise m'a accompagnée, mais lui a dû démissionner de sa compagnie. Donc, on a toujours été en ligne sur, bon voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et c'est vrai que ça peut être compliqué pour certains couples parce que si le deuxième ne suit pas, c'est vrai que c'est surtout pour créer une entreprise, il faut vraiment que les 2 soient supportifs. S'il y en a un qui travaille et l'autre qui est entrepreneur. Donc, le fait de tout le temps avoir, cette, discussion ouverte et puis c'est génial de pouvoir échanger, de brainstormer. Je veux dire, par exemple, le soir à l'apéro, on va dire: «Ah bah tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'on devrait faire?» C'est juste qu'après il faut mettre des limites parce que c'est vrai qu'en tant que passionné, ça peut après déborder. Ça peut vite prendre le pas sur la vie Voilà. personnelle avec les enfants et Donc on a cetera, ouais. essayé quand même de voilà, comme on a 3 enfants, on sait aussi à un moment donné, dire stop et voilà, maintenant on passe à autre chose et par exemple là, pour, le nouvel an, on est partis à Perth d'Adélaïde en voiture, donc il y a 8 000 kilomètres aller-retour Sacré ouais, sacré trajet, en et effet. et du coup Perth, c'est du coup, complètement à c'est l'ouest complètement à de l'ouest, l'Australie? exactement. Perth, Ouais. c'est par exemple quand on prend l'avion, d'Adélaïde et qu'on veut aller en France, au bout de 5 heures, on est toujours, en Australie. Ce qui pour, dire un peu les distances et et voilà et on n'avait pas de connexion internet ni de téléphone et cetera et c'est un bon moyen de déconnecter donc on sait complètement aussi se déconnecter, de la réalité, enfin ou tout du moins des technos et puis, pouvoir, savourer l'instant présent, le paysage, la culture aborigène, l'Australie, les régions et cetera. On essaye toujours de bien mettre des limites, même si parfois, ça on n'y arrive pas toujours, mais on essaye quand même parce que c'est et je pense que notre fille, elle est toujours là pour nous le rappeler quand, elle en a marre, elle dit: «Stop» et on comprend tout de suite. OK, très clair. Mmh. Est-ce que tu as eu justement, dans cette création, d'entreprise, un challenge situationnel, marquant auquel tu as dû faire face? Oui, alors, bah, moi ma s je dirais que le challenge qui m'a le plus marqué, c'est quand il y a eu ce plan de restructuration, avec un départ volontaire, de ma société, en France. Mmh. C'est vrai que c'était très dur parce que c'est un licenciement sans être un licenciement. Enfin, ça peut être enfin, c'est compliqué quand même et c'est vrai que c'est traumatisant au départ. Voilà, je souhaite à personne de vivre ça quand on est tous réunis et puis on a une annonce comme ça. Donc ça c'était, voilà, est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on s'en va? Mais en même temps, 500 personnes vont chercher du boulot en même temps. Est-ce que du coup, ça va pas être compliqué? Donc c'est vrai qu'il y avait des repreneurs, il y avait des voilà, des opportunités, voilà, ce qui est bien en France, c'est que justement on n'est pas laissé comme ça sur le tapis et puis on a eu 1 an pour, réfléchir à nos options. On a eu un accompagnement donc c'est vraiment une chance qu'on a en France. Après, nous, ça nous a permis aussi de se dire: «Bon voilà, profitons de ce challenge pour en faire une opportunité» et le retourner, en fait. C'est-à-dire que, bon, peut-être que c'est pas ce qu'on voulait, c'était imposé, mais en même temps, ben, OK, ça nous met un coup de pied dans le derrière, prenons ça
comme une opportunité pour la famille et essayons de faire quelque chose avec et puis en minimisant les risques toujours. Donc je dirais que ça, c'est je l'ai revu après dans cette situation-là où finalement parfois ça se passe pas comme on veut, quand on crée une entreprise ou alors on part sur une idée et puis en fait on se rend compte que le business model, 5 ans après, ça n'a rien à voir que l'idée de départ. Nous par exemple par rapport à l'idée de départ, après il y a eu, la crise, du Covid, enfin il y a eu les bushfires, il y a eu la crise avec la Chine, donc plein de choses qui ont fait que il a fallu s'ouvrir sur la food aussi, il a fallu, faire autre chose qui font que, de le transformer en opportunité, c'est vrai que c'est d'accepter aussi que, voilà, il faut continuer, c'est un peu comme un proverbe chinois qui explique que l'eau avec, du courant, il faut pas lutter contre le courant, mais il faut se laisser partir avec le courant et bah, voilà, parfois c'est pas tout à fait la route qu'on imaginait, mais en fait, c'est comment transformer ces challenges en opportunités et c'est vrai que, lâcher prise et continuer, être flexible aussi parce que ça nécessite une certaine flexibilité. Heu, voilà, je pense que c'est la leçon, moi, que j'ai tirée de pas, de continuer, en fait. Ouais. C'est vrai que c'est OK. au départ, on est arrivé en Australie, on dormait par terre sur la moquette. C'était pas du tout le rêve australien qu'on avait promis à nos 3 enfants parce que on avait un container, mais qui pouvait pas venir en Australie tant qu'on avait des visas touristes. Donc on n'avait rien au D'accord. départ. On est et puis comme on était des migrants, on est migrants quand on arrive en Australie, ben, même avec un PhD, un executive MBA, ben, on prend conscience qu'il faut tout prouver et redémarrer à zéro, même si on a 15 ans d'expérience derrière. Donc c'est vrai qu'il faut aussi accepter parfois et être humble et se dire: «Ben, voilà, rien n'est acquis, mais voilà, il faut aussi, avancer. Ouais, tout à fait. OK. Oui, en effet. Là, on parle de ton des enseignements que tu as tirés, suite à cette décision dans ton entreprise, en France qui a décidé de licencier ou de restructurer, on va dire, une partie de l'entreprise. Hem, Moi, j'aimerais savoir quels enseignements tu as justement, heu, tirés de ta carrière en recherche et quels sont les outils que tu as développés durant ta carrière de la recherche qu'aujourd'hui tu réappliques en entrepreneuriat? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre la recherche et l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, dans la recherche, on fait une hypothèse, on teste ces hypothèses, on fait, de l'expérimentation et puis ensuite on conclut en fait, on interprète et on conclut. Et quand on est entrepreneur, c'est un peu la même chose, c'est la même approche, c'est-à-dire qu'on va faire un business model, on va faire des hypothèses, de projection, de cash flow ou s'il y a un marché et ensuite, on va valider la proposition, de ce qu'on a fait comme business et il va falloir réadapter en fait. C'est pas, en one shot, il va falloir, refaire des nouvelles hypothèses, remodifier, reconclure et c'est des cycles, comme aussi on a en informatique avec la méthode agile et en fait, j'ai trouvé que ce que j'avais appris dans la recherche, je pouvais aussi l'appliquer dans l'entrepreneuriat en fait, de pouvoir, expérimenter des nouvelles idées, et voir, comment c'était pris, comment ça fonctionnait, et puis réfléchir là-dessus et cetera comme des cycles qui ne s'arrêtent jamais donc et puis dans la recherche, moi j'étais aussi, en charge de mettre, en place l'automatisation des tests in vitro et c'est vrai qu'aujourd'hui je l'utilise aussi beaucoup dans mon quotidien quand j'aide, par exemple c'est plus dans le manufacturing ou les producteurs de food, à optimiser leurs process et à automatiser certains process qui sont très manuels et donc ça, c'est vrai que cette partie-là aussi, je me rends compte que, moi, je suis comme une enfant quand je vois des robots, fonctionner dans tous les sens. Je retourne en enfance et j'adore, j'avoue que je me lasse pas de visiter, des entreprises ou des industries qui sont automatisées. C'est quelque chose qui me fascine, à voir, comment c'est mis en place. C'est pas facile à mettre en place, hein, ça met quand même, des années, mais quand ça marche, c'est pas forcément, mauvais pour, le côté humain,
parce que l'humain va se refocaliser sur des tâches plus, gratifiantes, on va dire. Quand c'est des tâches, répétitives, c'est vrai que, la robotique peut aider en fait, et l'humain, le côté humain peut se focaliser sur des tâches, plus intéressantes ou plus intellectuellement stimulantes, on va dire. Donc c'est voilà, moi j'aime bien visiter des entreprises et ce côté automatisation, bah, voilà, je l'avais dans la recherche et je le retrouve, aussi ici. Est-ce que tu as vécu, un échec et est-ce que tu peux me raconter, cette épreuve et ce que tu as mis en place justement pour rebondir? Bah, par exemple, les histoires de levée de fonds, c'est vrai que, bon, quand j'avais fait les levées de fonds, on m'a dit: «Oh ça y est, le sablier, est lancé. Maintenant le temps est compté». Et c'est vrai que j'avais pas réalisé. Je me suis dit: «Bah, tiens, une levée de fonds», nous on était au tout début, on s'est dit: «Bah, là, on en a pour des années», et c'est vrai que, quand on monte une équipe, on prend des employés et cetera, c'est ça peut partir vite. Et c'est vrai que, au départ, surtout quand on n'a pas un background en business, ça peut être un échec de voir cet argent, enfin je en général, quand on fait des levées de fonds, ça dure 1 an quoi. Le cet argent permet de tenir 1 an. Les investisseurs, quand ils investissent, ils vous disent de faire un plan, mais en général, ils savent que c'est pour 1 an, 18 mois maximum. Et c'est frustrant parce qu'on a envie de se dire: «Bah non, c'est pour les 5 prochaines années ou 10 prochaines années, pour que ça on est tranquille, on n'a plus besoin de faire des levées de fonds», qui c'est assez prenant de faire des levées de fonds. Et en fait, bah, moi je l'ai vécu comme un échec où finalement on arrive à la fin de la enfin, on a consommé tout cet argent et puis il faut en refaire une levée de fonds. Or c'est pas un échec en fait, c'est juste que ça fait partie du cycle de la start-up. Mais les leçons que j'en ai tirées, c'est qu'en fait, je voulais absolument que la start-up soit profitable, en fait, pour plus être dépendant des investisseurs parce que j'ai vu tellement de gens autour de moi qui faisaient des grosses levées de fonds, mais en fait après, on rentre dans un process où, bah, comme on a une grosse levée de fonds, on va prendre des plus grands bureaux, on va prendre plus d'employés, on va prendre donc du coup, le re les dépenses chaque mois sont plus importantes, mais ensuite quand on arrive à la fin de ces consommations de levée de fonds, c'est terrible parce que du coup il faut le on peut plus garder tout le monde, on peut plus avoir le même office et cetera. Donc du coup, ouais, je me suis dit que même si ça me mettait beaucoup de pression, je voulais avoir un minimum de clients avec ce nombre-là, ces revenus pour en fait être après indépendant des levées de fonds. Et si on fait une levée de fonds, très bien, c'est du plus, c'est vrai que ça accélère, mais je voulais pas être 100 dépendante des levées de fonds parce que, c'est difficile après, c'est frustrant de se dire, et j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs comme ça qui c'est dur psychologiquement en fait. C'est comme un bébé ou c'est-à-dire qu'on a envie que ça continue et puis tout d'un coup, ben, ça s'arrête parce qu'on a trop misé sur cet argent, quoi. OK. Donc moi Oui, je c'est dire que enfin le but principal d'une entreprise, c'est d'être avant tout profitable et c'est pas de lever, des fonds et de faire des levées les unes après les autres. Au bout d'un moment, c'est la rentrée d'argent, de clients qui fait vivre l'entreprise. Je pense que le plus important, c'est surtout d'avoir des clients et de tester le marché. C'est-à-dire qu'en fait, même si le site internet est pas parfait, même si la stratégie marketing, enfin sur les réseaux sociaux, même si tout n'est pas fini et qu'il y a pas de budget pour ça, je dirais que c'est pas grave. Moi, j'ai beaucoup investi d'abord sur le marketing et je pense que c'est pas le bon sens. La meilleure façon de faire, c'est d'abord trouver des clients, même s'il y a rien, même s'il y a pas de site internet, pas de logo, pas de nom et cetera. Déjà d'avoir des clients pour être profitable et ensuite parce que même au niveau des investisseurs comme ça, on peut aller directement en série A ou on peut, voilà, si on montre qu'il y a déjà ce minimum de clients, cette rentrée d'argent, c'est tellement plus performant et et voilà, je pense qu'il faut pas aller directement dans les levées de fonds, je pense, mais après, c'est mon point de vue parce que je sais que les Australiens, eux, ils font des grosses levées de fonds directement, sans forcément avoir de clients donc voilà, c'est juste mon point de vue, mais après, il y a c'est pas forcément enfin, je sais que d'autres font différemment. Ils font des grosses levées de fonds et ça peut très bien prendre tout de suite, dans le sens où, il y a aussi des successful stories de start-up qui grandissent très, très vite parce qu'ils ont fait des Bien grosses levées sûr. de fonds dès le départ. Mais je pense qu'à la base, il faut qu'il y ait déjà un minimum de clients, qu'il y ait vraiment une grosse traction. Ça, c'est le plus important. Oui, encore une fois, à chaque secteur, Ouais, son potentiel de scalabilité justement, ouais. et de levée, ouais, tout à fait. Si, tu devais recommencer l'aventure dans un autre pays,
tu choisirais de partir où et pourquoi? C'est Si on enlève l'Australie de la carte du monde, si tu dois tout recommencer, quel pays choisirais-tu? moi, j'aime beaucoup le Japon. Le Japon est très tech. C'est incroyable, c'est à 2 vitesses, en fait, au Japon. Il y a je veux dire, ils ont utilisé le fax jusqu'à il y a très peu d'années. Donc la carte bleue aussi, ils ont commencé à l'implémenter il y a pas très longtemps non plus. Donc très traditionnel, mais en même temps, en parallèle, des boutons partout, enfin très connectés, très early adopter aussi dans d'autres, domaines. Donc vraiment, 2 extrêmes. Et ouais, j'avoue que peut-être, que j'aurais commencé au Japon. J'aurais surtout, commencé, beaucoup plus tôt que maintenant. Moi, j'ai comme là, maintenant, j'ai 50 ans, ça fait donc je suis partie plutôt vers les 45 ans à l'étranger pour ma première expérience, d'expatriation, même si j'avais beaucoup voyagé avant, mais c'était plus en vacances. Je pense que, de faire ça, hem, après les études, c'est tellement enrichissant. Enfin, tous les Australiens, par exemple, partent en road trip, c'est une obligation. Enfin, tout du moins, c'est tellement courant. Ils ont un trou dans leur CV d'1 an parce que justement, ils vont, en Europe, ils vont partout explorer pour mieux savoir ce qu'ils aiment pas, parce que quand on est jeune, c'est pas facile. Alors qu'en France, faire comme ça, 1 an d'année sabbatique, c'est mal vu. Enfin, moi, j'ai déjà eu, dans la question, quand je me suis arrêtée pour allaiter mes enfants, pourquoi vous avez un trou dans votre CV?» Enfin, il faut se justifier, en fait, en tant que Français. C'est pas très commun et je pense que c'est bien, je trouve, quand moi je vois des jeunes Français arriver ici en Australie en road trip, je trouve ça chouette, quoi. J'aurais tellement aimé faire ça, soit après mes études, soit pendant les études. J'avais regardé, moi, à l'époque, de ma génération, mais ça a dû changer depuis. De ma génération, il y avait que 2 d'étudiants qui partaient à l'étranger faire leurs études. Et moi, quand j'ai des stagiaires qui viennent comme ça, ici faire un stage chez moi, bah, les, responsables du programme international me disent, on fait des é on fait un master en business international, mais il y a très peu d'élèves qui partent faire leur stage à l'étranger ou qui vivent vraiment, à l'étranger. Donc je pense qu'il y a ce côté français où, voilà, on sait qu'il y a la retraite en France, on sait qu'il y a, la sécurité sociale, on a un petit confort là-dessus, mais en fait, en Australie, il existe une sécurité sociale, ça s'appelle Medicare et il existe, la retraite, ça s'appelle la superannuation. Donc il y a des systèmes en place aussi, dans d'autres pays. Donc c'est vrai que ça je pense que si je devais recommencer, je pense que j'aurais voulu ouvrir mes yeux peut-être, plus tôt, dès ma jeunesse, pendant les études ou après les études. Parce que c'est vrai qu'en France, moi, par exemple, j'ai fait ma thèse, j'ai été payée le SMIG. Donc c'est vrai que, il faut être vraiment motivé, quoi. Pour faire 8 ans d'études, c'est long et c'est pas très gratifiant. Je vais te poser une question un peu plus enfin, assez philosophique, à toi la spécialiste. Qu'est-ce que c'est pour toi un bon vin? Pour moi, un bon vin, c'est alors bien sur le côté, on va dire, plus, professionnel, c'est un vin qui tient en bouche, c'est-à-dire, ça s'appelle la caudalie d'ailleurs, c'est-à-dire, on peut compter jusqu'à 10 dans sa bouche, le vin, comment il tient dans la bouche, si tout de suite il devient acide ou s'il y a une bonne balance. Donc ça, c'est le côté plus, professionnel. Mais il y a aussi le côté, pour moi, un bon vin, il y a tout un ensemble de choses. C'est-à-dire, il y a aussi, le bon moment, le bon endroit, avec les gens avec qui vous êtes. Parfois, il y a des petits vins qui sont faciles à boire et cetera, mais vous êtes, dans un endroit incroyable ou avec des gens incroyables et en fait, du coup, vous appréciez beaucoup le vin parce que le moment, il est unique. Donc ça peut être un bon vin aussi. Et puis il y a le côté partage aussi. Mais c'est vrai que pour moi, un bon vin, c'est un vin qui est fait, souvent on dit avec amour ou voilà, qui vient pas d'une production, en cuve, à grosse quantité. Il y a vraiment le côté qualitatif, pour moi, qui est important dans un bon vin. Un vin, qui n'est pas trop avec des produits chimiques, plutôt organiques, d'un petit batch. J'adore les petits batchs, les petits vignerons avec une histoire derrière. Ça, c'est quelque chose qui me passionne et puis voilà, pas de le boire tout seul en fait. Je suis pas dans la quantité, je suis plus dans la qualité. C'est pour moi un bon vin,
c'est aussi, enfin le but d'un vin, c'est le partage en fait. C'est finalement, un prétexte pour partager quelque chose ensemble, on va dire, pour, sociabiliser, mais aussi pour, voilà, c'est en tout cas les Français en Australie, dans leurs discussions, reviennent souvent la nourriture et le vin. C'est vraiment un Comme point tout bon français. important. Oui, donc c'est vraiment partager un moment et se dire que derrière chaque bouteille, il y a aussi une histoire d'un château, d'un vigneron qui a passé du temps, Ouais, à s'occuper de son raisin et à en tirer le meilleur pour, obtenir, ce qu'on a actuellement, posé, cette bouteille posée sur la table. exactement, ouais, tout à fait. OK. Comment est-ce que tu continues de progresser? Alors, donc nous, on est dans cette mentalité française, on y va doucement mais sûrement. Et donc du coup, on progresse. Ça fait plus de 5 ans maintenant qu'on a démarré notre, start attends, enfin 2019, enfin bientôt 5 ans, on va dire. On va fêter nos 5 ans au mois d'août et en fait, bah, on est profitable, on a de plus en plus de projets qui rentrent donc du coup, ben, on peut pas se plaindre, c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup appris, j'avoue que par rapport au tout début, quand je regarde en arrière, maintenant je comprends beaucoup mieux en fait, les stratégies pour du B2B, les stratégies pour le B2C, ce qui fonctionne pas. J'avoue que les partenariats, c'est vraiment important parce que, je veux dire en tant que Français qui arrive en Australie, hem, il enfin, il faut pas que je travaille qu'avec des Français, il faut travailler avec des Australiens qui ont déjà leur réseau, qui ont déjà leur database. Ça, c'est tellement important d'être local, et puis, bah, c'est aussi de prendre des gens qui sont passionnés, ça c'est sûr. Ça permet de faire grandir la boîte aussi, plus vite et puis de pouvoir, déléguer, de prendre des gens qualifiés. Donc c'est vrai qu'on progresse et on a maintenant 2 SaaS plateformes, donc une pour les growers et une pour les winemakers et on en sortira bientôt une troisième pour, tout ce qui est food producer. Donc ça progresse, on a de plus en plus de solutions, de plus en plus de projets, mais disons que, tout seul, j'aurais jamais pu y arriver. C'est aussi, le réseau et par exemple, moi, sur LinkedIn, j'ai 7 000 personnes connectées, donc c'est-à-dire ça prend du temps, en fait. C'est quelque chose, je sais pas si c'est parce que je suis française, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait, en en moins d'une année, quoi. J'avoue que quand je vois aussi des gens qui sont successful, je vois que, la moyenne, c'est 5 ans, quoi, minimum, quoi. C'est-à-dire que ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut être patient. On parle justement de démarche, de progression. Est-ce que tu as un indispensable? Alors moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est, un livre de chevet, par exemple, ou un livre qui t'a accompagné, et que tu lis encore, que tu feuillettes de temps en temps. Ça peut être, un podcast, un film qui t'a marqué. Donc quel est ton indispensable? Il y a un bon podcast que j'aimerais recommander, c'est de Mel Robbins, MEL plus loin OK. ROBINS. Elle est américaine. Elle est super, elle booste en fait par rapport à voilà, qu'est-ce qu'on définit, c'est quoi le bonheur, comment, arriver à suivre, ses motivations et à être persévérant. Enfin, c'est vraiment des podcasts super chouettes et très motivants à écouter le matin, par exemple, dans sa voiture, comment, par exemple, une actrice, après, 4 fois, a perdu, des Oscars et la 5e fois l'a eu et persévérer, persévérer, enfin voilà, elle raconte super bien et c'est vraiment très motivant, un super podcast inspirant. Au niveau bouquin, il y a un super bouquin qui s'appelle, Motherland de Stéphanie, OK. Trethewey, Trethewey, et ça, c'est des femmes qui ont vécu des choses très dures dans leur vie et comment ensuite après, elles sont devenues, des leaders et ont eu un parcours successful, soit en créant un business et sont devenues, ont grandi, dans leur business et sont devenues des successful stories et pourtant au départ, connaissant leur histoire, c'était pas du tout, voué, enfin, c'était pas du tout une destinée, on va dire. Donc c'est un super bouquin qui retrace que, ben, en fait, c'est plus qu'est-ce qu'on fait de sa vie, en fait? Qu'est-ce qu'on décide? On est plutôt, maître de sa vie dans ses décisions. Donc j'aime beaucoup ce livre. C'est des Australiennes qui racontent, c'est une journaliste qui raconte des histoires de différentes, Australiennes et c'est un très beau livre.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Sois heureux avec ce que tu as, en fait. Non, je pense qu'on va toujours chercher ou croire que l'herbe est plus verte ailleurs, et cetera. Je pense qu'un des meilleurs conseils, c'est de prendre conscience de ce qu'on a. Par exemple, c'est un peu l'image du verre, rempli d'eau à moitié et puis tout le temps de voir le verre vide plutôt que le côté du verre plein. Donc c'est, finalement, savoir, bah, toute la chance qu'on a et puis se dire: «Bah, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais avec tout ça?» et notamment, arriver à penser outside the box, c'est-à-dire, voilà, prendre le meilleur de toi ou de ce que tu as autour de toi et qu'est-ce que tu en fais avec ça ou qu'est-ce que tu as envie de faire, qui te rendrait heureux et de penser outside the box, c'est-à-dire, voilà, de pas se dire, «OK, bon, ben, si j'ai envie d'être heureux, peut-être qu'il faut, si je lis un bouquin, il va me dire de faire ça, 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 ça. Non, bah, en fait, non, suis pas le protocole, pense plutôt, par toi-même. Peut-être que tu vas pas suivre, le chemin le plus courant, mais c'est ça qui est génial, c'est que justement, tu vas être différente, outside the box et ça va faire que déjà ça va plus te correspondre, toi, dans ce que tu as envie de faire. Ça va pas t'imposer, une règle que tu vas pas aimer, suivre. Mais en plus, ça va te guider vers, quelque chose d'incroyable parce que c'est toi qui c'est tes pensées, c'est tes idées et puis tu penses différemment et tu restes toi-même et ça, c'est Mmh. important. Oui, se dire que, il y a pas une méthodologie, Mmh. chaque personne est unique et c'est se connaître soi-même et appliquer, et suivre son propre chemin, tout simplement. Exactement, c'est ce qu'on a appris d'ailleurs en sciences avec la biologie des populations, c'est que heureusement qu'on est tous différents parce que si on était tous des clones, s'il y avait un virus, on disparaîtrait tous. Donc l'idée, c'est qu'on est tous différents et c'est la beauté justement des différences. Ça sert à rien de nous imposer de rentrer dans une case. Et moi, j'ai toujours eu du mal à rentrer dans les cases, parce que, bah, voilà, parce que moi, par exemple, j'ai une sœur handicapée et que, bah, j'ai grandi, en m'occupant de ma sœur, donc bah, j'étais pas une enfant, comme tout le monde à aller jouer à la Barbie après les cours. Donc c'est sûr que et je vois de plus en plus, de c'est difficile de rentrer dans des cases et le système australien, scolaire est bien pour ça. C'est que, ça prend vraiment en compte que chaque enfant est différent et qu'on n'est pas tous voués à apprendre une formule par cœur et la réciter. On a une approche tous, différente du bonheur, de l'apprentissage, donc je pense que c'est de l'éducation, enfin voilà, c'est important de rester soi-même. Est-ce que tu as une citation ou une maxime qui te guide dans ta vie? Et ben, oui, je pense que justement, je pense que c'est important de croquer la vie à pleines dents. Donc par exemple, Molière, disait: il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger». Je pense que c'est une bonne citation parce que justement en France, nous, on avait plus l'habitude de travailler pour, payer le loyer, payer les études des enfants, et en fait, on s'est rendu compte qu'on était dans un engrenage de métro boulot dodo quelque part, enfin ou tout au moins voiture, hem, plutôt que métro parce qu'on n'était pas sur Paris, mais en fait, on s'est dit: «Ben, en fait, nous, on n'a pas envie de cette vie-là pour nos enfants. On aimerait qu'eux, ils aient aussi, le choix de pouvoir faire ce qu'ils veulent et pas, travailler pour payer, les factures à la fin du mois». Donc je pense que c'est important de vivre, en fait et pas, de finalement, juste, vivre, pour payer les factures et cetera, à la fin du mois ou travailler pour payer les factures. Donc je pense que c'est cette approche, de Molière, «Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger». Je pense que c'est une bonne philosophie de profiter de la vie. La vie, OK. elle est courte, autant autant se donner les moyens de pouvoir faire, ce qui nous passionne le plus. Si tu devais transmettre un conseil à une personne qui souhaite entreprendre, quel serait-il? Il faut être curieux et beaucoup écouter. Je pense que c'est important de pas arriver, surtout quand on va à l'étranger, en se disant, on a un peu cet esprit français un peu colonial, colonialiste, on va dire. Je pense que c'est bien d'arriver et d'être, humble, d'être,
d'avoir la sagesse et puis de l'humilité, on va dire, enfin ouais, de pas se sentir supérieur parce qu'on est français, ce qui est, enfin, je veux dire, en aucun cas, le cas et puis d'avoir le courage, en fait, de se dire: «Voilà, j'assume mes choix, je le fais et voyons ce qui se passe». Mais surtout d'écouter aussi, quand on voyage à l'étranger. Je pense que c'est important de comprendre le pays, de comprendre, la culture dont on n'a pas dont pour nous c'est nouveau, pour, pouvoir s'intégrer en fait, de pas rester, en Mmh. retrait. Donc, je pense que l'écoute est très important. Est-ce que tu peux me recommander, une personne pour un nouvel épisode de ce podcast? Alors, bah, oui, parce que donc, ça c'est une bonne, moi je te recommanderais peut-être Marion Vigo qui, a une start-up qui s'appelle, Compostable Alternative, qui, D'accord. était coprésidente de la French Tech Australia avec moi et qui est une personne incroyable. Je trouve que c'est quelqu'un qui donne énormément, qui a vécu au Vietnam avant, qui a eu sa première expérience D'accord. entrepreneuriale, au Vietnam, puis ensuite qui est venu en Australie et ouais, c'est quelqu'un je trouve, d'extraordinaire. Très bien, bah, super. Avec plaisir pour, l'interviewer et la rencontrer. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter? Alors, alors donc du coup, moi, sur mon LinkedIn, bien sûr, Nathalie Taquet ou alors, mon site internet, ibotly.com ou alors mon email, donc c'est nathalie.taquet@ibotly.com. Enfin, Super, bah, écoute, je mettrai, les liens, de toute façon en description, de l'épisode. super. Merci beaucoup Nathalie, pour, ton temps et pour cet échange. C'était passionnant. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Bah, merci beaucoup en tout cas, pour, cette opportunité aujourd'hui et puis j'espère que ça va servir à d'autres, entrepreneurs, potentiels, mais en tout cas merci pour cette initiative qui est incroyable, celle que tu fais aujourd'hui. Super, bah, je te remercie. Notre émission s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.